c'est d'étudier ce qui se passe dans le cerveau en relation avec l'environnement, c'est-à-dire que le cerveau prend des informations de l'environnement, donc par les sens classiques, on va dire. Le cerveau agit sur l'environnement, soit par une action motrice, soit par le langage, et puis reçoit à nouveau des informations en retour, par exemple une récompense. Donc ça, c'est le paradigme standard des neurosciences cognitives qu'on peut décliner dans plein de domaines différents, et qui a été un paradigme extrêmement utile et qui reste le paradigme dominant. Et j'ai voulu rajouter à ce paradigme dominant les viscères, et en particulier deux organes, le cerveau et l'estomac. En fait, on pourrait rajouter l'estomac et l'ensemble du tractus gastro-intestinal. Pas pour le microbiote, qui est souvent ce à quoi les gens pensent, pas à cause des bactéries qui habitent dans l'intestin, mais parce que le cœur, comme l'estomac, sont en fait des générateurs de courant électrique. Donc le cœur, je pense que vous êtes tous familiers avec le fait que votre cœur bat, et il peut battre indépendamment du cerveau. Si vous avez déjà vu des vidéos de transplantation cardiaque, vous voyez un cœur qui bat, un cœur isolé, un cœur seul bat. Et en fait, il est extrêmement régulier. L'irrégularité est causée par ces interactions avec le cerveau. Un phénomène un petit peu similaire existe dans l'estomac. C'est sans doute quelque chose avec lequel on est moins familier et sur lequel je vais revenir pour vous détailler un petit peu ce qui se passe dans l'estomac. Mais vous pouvez garder en tête qu'on peut voir ces deux organes un peu comme des piles qui généreraient un courant oscillant et qui sont connectés à ce système vraiment complexe qui est le cerveau. Donc ça peut avoir deux types de conséquences. Des conséquences très mécanistiques sur le fait que la dynamique cérébrale, elle n'est pas uniquement déterminée par le cerveau bouclant sur lui-même et le cerveau interagissant avec le monde extérieur, mais sur ces deux composantes, plus le cerveau interagissant avec ces types d'organes. Et donc je vais vous donner juste rapidement deux exemples de ce type d'interaction, et ensuite rentrer plus dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que ça pourrait avoir quelque chose à voir avec la conscience, donc revenir un petit peu sur comment on peut considérer la conscience et pourquoi ce type de signaux peuvent jouer un rôle bien précis. Donc, comme je vous disais, deux exemples pour vous montrer que de considérer les interactions avec le cœur et l'estomac enrichissent la façon dont on considère le cerveau. Deux exemples rapidement. Donc un premier exemple qui vient d'enregistrements réalisés chez les patients épileptiques, donc des enregistrements dans lesquels on a accès à l'activité neuronale soit d'un neurone unique, soit d'un petit groupe de neurones grâce à ces microfils qui dépassent au bout de l'électrode. Et donc Kayan Kim, postdoc dans mon équipe, a tout simplement analysé ces trains de potentiel d'action en fonction des battements cardiaques, et pour construire ce genre de plot, donc là vous avez un temps zéro, c'est-à-dire il y a eu un battement cardiaque, et puis ce neurone va faire quelques potentiels d'action, il y a un autre battement cardiaque qui arrive, on repart d'ici, quelques potentiels d'action, un peu plus, un autre battement cardiaque, là il n'y a pas grand-chose, etc. Ça c'est typiquement ce qu'on appelle un raster plot, qui est très utilisé en électrophysiologie unitaire. Si maintenant j'ordonne les battements cardiaques par durée croissance, vous voyez que l'activité de ce neurone est plus élevée pour des battements cardiaques courts que pour des battements cardiaques, des cycles cardiaques longs. Et c'est en fait un comportement qu'on a trouvé de façon extrêmement fréquente et qui curieusement n'est pas décrit quand on regarde les livres sur l'électrophie unitaire du neurone. C'est pas un phénomène qui est décrit. Donc là, chez ce neurone, je vous montre l'exemple sur 30 secondes d'enregistrement, mais c'est un phénomène extrêmement robuste, qui serait totalement impossible d'obtenir par hasard. Et ici, un autre exemple d'un autre neurone, chez lequel on a le comportement inverse, c'est-à-dire que ce neurone-là décharge plus quand les cycles cardiaques sont longs. Si on quantifie ça sur l'ensemble des régions dans lesquelles on avait des neurones, donc sur les 150 neurones qu'on avait enregistrés, à travers l'ensemble du cerveau, 17% montrent l'un ou l'autre de ces comportements, donc c'est relativement important. Et en particulier, dans cette région du lobe temporal médian antérieur, ce pourcentage monte à 36%. Donc,
il y a un lien très fort entre l'activité cérébrale. Les patients étaient au repos, hein, ils regardaient un point sur un écran, ils étaient libres de penser à ce qu'ils voulaient, donc il n'y avait pas de tâche particulière. Dans un cerveau au repos, dans une région qui est connue pour avoir un rôle fonctionnel très important dans la mémoire et dans la navigation spatiale, un tiers des neurones en fait, sont aussi en lien très étroit avec le cœur. Un deuxième exemple qui me permet d'introduire ce qui se passe dans l'estomac. Donc l'estomac, c'est essentiellement un grand sac qui reçoit des aliments au tout début de digestion. Et quand l'estomac est rempli, en fait, ça va distendre la paroi et entraîner des contractions musculaires. Ces contractions musculaires, elles se font à une fréquence bien précise parce que ça doit être très bien, les contractions doivent être bien organisées pour en fait pousser la nourriture vers le bas. Donc, pour des raisons mécaniques évidentes, il faut que les contractions démarrent en haut et puis progressivement fassent descendre la nourriture vers le pylore qui est l'ouverture vers l'intestin. Pour que ces contractions musculaires soient bien organisées, il existe en fait un rythme qui est généré dans cette région de l'estomac par un type de cellules très particulier qui ne sont pas des neurones, mais qui sont des cellules qui génèrent un rythme lent. Hein, donc un cycle dure 20 secondes, donc on est sur des durées beaucoup plus lentes que sur la durée du cycle cardiaque. Et ce rythme en fait, est généré en permanence. C'est-à-dire que même si votre estomac n'est pas rempli, et donc il n'y a pas de contraction musculaire, ce rythme est généré en permanence. Et ces cellules représentées en bleu qui génèrent le rythme, elles contactent non seulement les muscles, mais elles contactent aussi des neurones sensitifs. Donc potentiellement, cette information est relayée au cerveau en permanence. Donc c'est ça qu'on a voulu tester. Est-ce que le rythme de l'estomac, on en retrouve la trace au niveau cérébral en permanence? On peut enregistrer assez facilement chez l'homme ce qu'on appelle l'électrogastrogramme, donc l'activité électrique de l'estomac. On place des électrodes sur l'abdomen. Et vous voyez ici un enregistrement, alors qui est joli, mais qui n'est pas non plus exceptionnel, hein, pas du tout, où ce rythme lent, qui dure à peu près 20 secondes, c'est le rythme de l'estomac. Et vous voyez superposé par-dessus le rythme plus rapide de la respiration. Et ces traits verticaux que vous voyez ici zoomés, ce sont les battements cardiaques. Donc on peut très facilement séparer, hein, en faisant une analyse fréquentielle, séparer le rythme de l'estomac qui est très bien identifié. Et donc on a regardé deux choses. La première chose, c'est si je représente le rythme de l'estomac ici en bleu, et puis qu'on enregistre l'activité cérébrale, donc qui en général fluctue beaucoup plus rapidement que toutes les 20 secondes, on a cherché un couplage de ce type, c'est-à-dire où la phase de l'estomac contraint l'amplitude de certains rythmes cérébraux. Donc pour ceux qui sont plutôt côté neurosciences, c'est ce qu'on appelle le couplage phase-amplitude, et donc ça fait partie un peu de la syntaxe du cerveau. Mais est-ce que ça tient toujours au niveau de l'organisme? Eh bien oui, on a trouvé que pour le rythme alpha, dans des régions connues pour générer le rythme alpha, on trouvait ce couplage phase-amplitude. Et de façon plus générale, si maintenant on regarde le signal enregistré par l'IRM fonctionnel, qui donc là est un signal beaucoup plus agrégé, qui est lié à l'activité neuronale via le métabolisme, donc qui est beaucoup plus lent, on a directement regardé quelle région cérébrale avait un décours temporel calé à celui de l'estomac. Alors éventuellement avec un décalage, hein, mais ce qui était important, c'est que ce décalage soit constant au cours du temps. Pour trouver ce qu'on a appelé le réseau de l'estomac, qui est un réseau assez étendu, qui comprend le cortex somatosensoriel primaire et secondaire, par exemple, mais aussi des régions beaucoup plus étendues. Donc on retrouve les régions que l'on avait trouvées dans cette première étude, mais aussi d'autres régions qui sont des régions plutôt motrices, notamment, ou des régions visuelles. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc pour clore ceci, c'est juste pour vous donner un peu ces briques de base, avant d'arriver au cœur de ce qui nous intéresse tous aujourd'hui, qui est la conscience, c'est que c'est certes un petit peu farfelu d'aller regarder des relations entre l'estomac et le cerveau sur ce mode-là, mais ça correspond à quelque chose qui existe dans le cerveau de toute façon. Donc pourquoi aller associer ces signaux, et en particulier les signaux ascendants, hein, du cœur et de l'estomac vers le cerveau, avec la conscience et plus particulièrement la subjectivité. Donc, donner une définition de la conscience, ça reste quelque chose qui est extrêmement difficile, mais on peut au moins chercher à mieux caractériser quel est le phénomène que l'on souhaite étudier.
Donc, la conscience, on l'a vu par exemple ce matin, c'est quelque chose que l'on peut voir en lien avec des fonctions cognitives. Par exemple, le raisonnement logique. Si vous êtes conscient, il y a des chances pour que votre raisonnement logique soit mieux formulé, mieux formé que si on se base sur des résidus de traitement cognitif inconscient. Ça peut être associé avec l'attention, ce qui semble plus le cas maintenant, avec la planification, avec le langage. Mais là, on est sur quelque chose où en fait on se dit que la conscience permet de faire ça mieux. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre d'activités cognitives de haut niveau que l'on est capable de faire de façon inconsciente. À l'autre pôle de la conscience, il y a un niveau, et ça c'est la plus étudiée par les neurosciences. Il y a une autre partie à la conscience qui est plus liée à l'expérience et avec cette notion d'expérience subjective qui là est plutôt une notion qui a été très développée en philosophie mais qui est très peu présente en sciences expérimentales et donc il n'est pas forcément facile de savoir comment aborder. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par expérience subjective? Donc des exemples qui sont de toute nature, ça peut être des expériences comme faire du base jumping. Donc là, évidemment, on imagine l'expérience, waouh, avec une super composante d'éveil émotionnel, etc. Ça peut être des expériences plaisantes, manger une bonne pâtisserie, voir, pour moi en tout cas, qui aime beaucoup le photographe Neil Soudo, voir une de ses photographies. Mais ça peut être aussi une expérience qui est neutre, qui n'a pas particulièrement de signification, qui n'est ni plaisante ni déplaisante, comme voir des pigeons dans la rue. C'est banal et ça n'évoque rien de particulier. C'est néanmoins une expérience subjective. Donc, cet aspect-là des fonctions, dans cette vue-là, la conscience, c'est une superfonction. C'est-à-dire, c'est soit ce qui permet d'autres fonctions cognitives, soit c'est l'intersection entre ces fonctions cognitives, c'est ce qui est commun à toutes ces fonctions cognitives. Donc, ce point-là, il y a eu pas mal de choses de fait en neurosciences. Par contre, cet autre aspect, où là, c'est au contraire, c'est le fait que la conscience, c'est ce qui me permet de me dire, je ressens quelque chose. Cet aspect-là, il a été peu étudié, parce que d'abord, on n'a pas forcément les paradigmes pour l'étudier, et même les termes manquent parfois, et en tout cas manquent dans le vocabulaire scientifique. Une chose est sûre, c'est que pour pouvoir dire je ressens quelque chose, il faut qu'il y ait un sujet de l'expérience. Et donc c'est là qu'avec un côté un petit peu ingénieur biologique, la question qu'on s'est posée dans mon équipe, c'est si on a besoin d'avoir un sujet d'expérience, comment est-ce qu'on pourrait imaginer construire ce sujet d'expérience? Donc ce qui va caractériser un sujet d'expérience sont deux choses. C'est une perspective en première personne, donc le point de vue que j'ai sur le monde, donc il y a une notion un petit peu spatiale, mais pas uniquement, c'est le point de vue qui se rapporte à moi-même, donc il y a un côté réflexif vers le soi. Et puis, il y a aussi un côté très unifié, c'est-à-dire qu'on perçoit les choses de façon très intégrée. La perception consciente est très intégrée. Et donc, le premier point, c'est qu'en fait, c'est une question qui n'est pas triviale. Vous pourriez vous dire, oui, je n'ai pas l'expérience de mon voisin. Et on a vu ce matin des beaux expériences de perception non partagée. Bien sûr, l'idée, c'est pas de dire que si on a une expérience, c'est forcément sa propre expérience. Par contre, vous avez plein de cas où vous n'avez pas d'expérience. Vous vous en rendez pas compte puisque, par définition, vous n'en avez pas conscience. Donc on peut le révéler en laboratoire, que votre cerveau, en fait, traite énormément d'informations dont vous n'avez pas conscience. Mais donc la question n'est pas triviale d'essayer de comprendre pourquoi, dans certains cas, ça vous fait quelque chose, pourquoi, dans certains cas, vous en êtes conscient. Et l'idée que les signaux corporels pourraient avoir un rôle à jouer, elle n'est pas entièrement nouvelle. Là, il y a eu un premier point, c'est l'idée que les signaux corporels sont des signaux qui sont intrinsèquement privés pour le cerveau, c'est-à-dire que les signaux en provenance de mon propre corps, je ne peux pas les confondre avec des signaux en provenance du corps de quelqu'un d'autre, parce que c'est ma propre circuiterie qui est prise en compte. Donc en ce sens-là, ils ont un rôle de spécification du soi qui est un petit peu particulier. Et puis il y a aussi une idée un peu plus évolutionnaire, c'est-à-dire que le soi a dérivé de cette forme minimale du soi, qui est en fait l'organisme biologique, l'organisme qu'on doit protéger, et l'organisme qu'on doit réguler, c'est-à-dire que l'on doit nourrir, que l'on doit protéger contre un effort trop important, etc. Et que le soi, les formes de soi les plus évoluées dériveraient de cette forme de soi minimale. Et donc pourquoi s'intéresser particulièrement au cœur et au système gastro-intestinal? D'abord parce qu'ils soutiennent des fonctions vitales, donc ce ne sont pas des organes tout à fait comme les autres.
Ils sont constamment actifs, et donc ils envoient en permanence des informations au cerveau, et ils ont des fluctuations qui sont compatibles avec l'échelle de temps de la perception et de la cognition. Bien sûr, mon cerveau reçoit des signaux hormonaux, par exemple, mais les fluctuations sont beaucoup plus lentes que les fluctuations du contenu de la pensée, par exemple. Donc en ce sens-là, ce sont deux candidats intéressants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, évidemment. Et donc l'idée, c'est que ces signaux en provenance du cœur et de l'estomac, qui nourrissent en permanence le cerveau, contribuent en tout cas à l'établissement d'une perspective en première personne. Donc cette perspective en première personne, c'est ce point de vue unifié que l'on a sur le monde, et cette notion d'unification, elle est importante aussi. Donc je représente ici de façon très schématique l'information qu'il y a dans votre cerveau concernant la surface de votre propre corps. Donc c'est ce qu'on appelle l'homonculus de Penfield, c'est-à-dire que la surface dans mon cortex sensoriel primaire, la surface qui est dévolue à la représentation de la main, elle est énorme. De même pour la région des lèvres et de la langue, comparée à d'autres parties du corps qui sont beaucoup moins représentées. Pour autant, quand on imagine notre propre corps, on n'a pas du tout ces distorsions. Donc notre expérience perceptive, elle ne colle pas directement avec l'information de bas niveau telle qu'elle est représentée dans les cortex sensoriels primaires. De la même façon, dans l'aire visuelle primaire, on en a vu des beaux exemples ce matin avec les visages présentés de chaque côté. Là où on a de l'information précise, c'est là où on regarde. Donc ce qu'on appelle la fovea. Donc si vous regardez ici, dans votre cortex visuel primaire, cette région-là sera représentée de façon très détaillée. Par contre, tout ce qui est autour est flou. Ça ne correspond absolument pas au sentiment conscient que vous avez sur les informations visuelles qui vous parviennent. Notre impression consciente, c'est que c'est clair, partout. Bien sûr, on bouge les yeux, mais ça ne suffit pas complètement à expliquer les choses. Et en plus, on combine les informations en provenance de différentes informations sensoriales. C'est-à-dire que si je vois ma main être touchée, je sens ma main être touchée, c'est combiné dans une seule expérience assez simple, voir sa main être touchée. Mais ça suppose que pour avoir une expérience unifiée, on combine des informations venant de différentes entrées sensorielles qui sont exprimées dans des référentiels différents. C'est ce que j'essaye de représenter de façon schématique ici, où on peut avoir des informations centrées sur la position du regard, centrées sur la position du corps, etc. Et tout ceci doit être intégré dans ce qui est notre expérience subjective. Quand on parle d'intégration dans le cerveau, la tentation initiale, en général, c'est de se dire bah oui, il suffit de rassembler ces informations en un endroit du cerveau. Donc ça, c'est connu comme étant une fallacie. Ça voudrait dire qu'il faudrait refaire un petit cerveau à l'intérieur du cerveau qui intègre toutes les informations du cerveau. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc quand on parle d'intégrer, on parle plutôt d'un mécanisme de coordination. Et le fait que, comme vous l'avez vu pour l'estomac par exemple, que les signaux en provenance du cœur et de l'estomac soient distribués assez largement dans le cerveau, pourrait laisser penser que les signaux en provenance du cœur et de l'estomac, quand ils arrivent dans le cerveau, ils servent de point de référence commun à ces différents référentiels, comme si ça représentait une origine, vraiment au sens mathématique du terme, une origine des référentiels, pour lequel il soit assez facile du coup de passer d'un référentiel à l'autre. Et donc cette expérience en première personne, ensuite on peut la décliner suivant les grandes thématiques classiques des sciences cognitives, perception, cognition, soi, émotion. Donc là je vais vous maintenant vous donner quelques exemples de résultats expérimentaux concernant le soi, la perception visuelle et puis la décision subjective. Donc, je vous ai expliqué un petit peu le cadre théorique, mais quand il s'agit de faire des expériences, il faut avoir des outils de mesure. Donc, un certain nombre d'entre vous sont sûrement familiers avec cette notion de réponse évoquée. C'est ce qu'on utilise très souvent chez l'homme. On présente une image, on enregistre l'activité cérébrale avec de l'électroencéphalographie ou dans mon cas de la magnétoencéphalographie, mais c'est la même nature de signaux. Et puis comme on est en non-invasif, on a surtout des signaux bruités, on ne voit pas grand-chose. Donc on répète la présentation du stimulus un certain nombre de fois, jusqu'à avoir un certain nombre de ces traces, et quand on les moyenne, on voit apparaître ce qu'on appelle la réponse au stimulus. Ce sont des données simulées, c'est pas... On peut faire la même chose avec des stimuli internes. C'est-à-dire qu'on prend le battement cardiaque, donc au sommet du picaire par exemple, comme étant le stimulus qui va activer le cerveau.
on enregistre des traces, bruitées évidemment, on répète l'opération, on moyenne, et on voit apparaître une réponse transitoire. Donc, nous travaillons sur cette réponse au battement cardiaque, donc qui reste un outil pas très connu, mais qui est néanmoins décrit depuis les années 1980, juste pour convaincre les potentiels sceptiques. Un enregistrement réalisé par le groupe de Kern et collaborateurs en intracérébral, avec une électrode en regard du... ce point a été déplacé, il devrait être là. En regard du cortex somatosensoriel, avec une belle réponse transitoire au battement cardiaque. Et puis dans nos propres enregistrements, donc là pas des grilles mais des électrodes de profondeur chez un autre patient épileptique, une réponse transitoire, environ 200 millisecondes après le pic R dans le cortex somatosensoriel primaire. Donc je vais d'abord vous présenter quelques manips en lien avec le soi, où on a repris cette idée que au repos, quand on appelle au repos, c'est une condition expérimentale un peu particulière où on laisse les gens dans la machine d'acquisition des signaux cérébraux à fixer un point et ils sont libres de penser à ce qu'ils veulent. On ne leur donne pas de consignes particulières. Donc au début, ils regardent le point et puis progressivement, ils se mettent à penser à autre chose. Donc dans cette manip, on a utilisé une légère variante de ce paradigme où on laisse les gens fixer le point pendant assez longtemps et on les interrompt. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais on fait une série de points blancs. Et là, on leur demande de se souvenir de ce à quoi ils pensaient. Et on leur demande de coter l'engagement du soi dans la pensée qu'ils avaient au moment de l'interruption. Donc on faisait coter le soi sur deux aspects différents. L'un était l'aspect le plus intuitif, qu'est-ce qu'ils étaient en train de penser à eux-mêmes. Quand ils étaient en train de penser « oh, j'ai faim », oui, ils étaient en train de penser à eux-mêmes. Mais on leur demandait aussi de coter leur engagement en tant qu'acteurs dans la pensée. Donc typiquement, s'ils étaient en train de se dire « ah, il faut que je passe au supermarché ce soir », ils étaient engagés en tant qu'acteurs dans la pensée, même si leur attention était focalisée sur la liste de courses ou sur le contenu du frigo. Et on a regardé l'amplitude de la réponse au battement cardiaque pendant la pensée. On enregistre les signaux en continu et ensuite on regarde pendant la pensée quelle était l'amplitude des réponses au battement cardiaque. Et donc on a fait ça en MEG chez le sujet sain et on a trouvé deux régions, donc qui sont des régions du réseau par défaut qui vous a été présenté ce matin. Et on a trouvé que dans ces régions, l'amplitude de la réponse au battement cardiaque varie effectivement avec l'engagement du soi dans la pensée, quand on pense à soi-même dans cette région et quand on est engagé en tant qu'acteur dans cette région. Donc comme toujours, quand on a des résultats nouveaux, on essaye de valider ce qu'on a fait par un autre moyen. Et donc là, on est sur des sujets normaux, qu'on peut entraîner, qui comprennent bien la tâche, etc. Par contre, on enregistre des signaux qui sont des signaux enregistrés depuis l'extérieur de la tête, donc qui sont bruités, on reconstruit les sources, il y a pas mal d'opérations. On était content d'avoir deux patients épileptiques implantés, chacun, l'un dans cette région et l'autre dans cette région-là. Donc on leur a fait faire la même tâche. Et on a retrouvé une corrélation entre l'amplitude de la réponse au battement cardiaque dans ces régions et l'engagement du soi. Je vous montre un des exemples dans le VMPFC. On a vraiment une corrélation entre l'amplitude de la réponse à un seul battement cardiaque et ce que le sujet nous rapporte être l'engagement du soi dans cette pensée. On a aussi regardé des conditions plus explicites où on demandait aux gens d'imaginer des scénarios. Donc soit un scénario où on s'imagine soi-même, donc là c'était caresser un tigre, on n'a pris que des choses non familières pour équilibrer les situations entre s'imaginer soi-même et imaginer quelqu'un d'autre, donc là imaginer quelqu'un d'autre qu'on avait défini à l'avance dans une navette spatiale. Et on demandait ensuite aux gens d'imaginer le scénario, soit de leur propre perspective, soit de la perspective de la personne dont on avait convenu en début de manip. Et là, on trouve à nouveau que le cerveau distingue, la réponse au battement cardiaque distingue l'imagination de soi-même versus l'imagination de quelqu'un d'autre, mais cette fois-ci dans des régions un petit peu différentes. Donc on a déjà une première idée que les réponses au battement cardiaque peuvent avoir un lien avec le soi. On a voulu regarder dans une tâche de perception qui est, je dirais, un petit peu le golden standard quand on étudie la conscience, parce que
C'est là où on a un historique assez long pour étudier la perception dite subjective, parce que ici vous voyez tous objectivement des rayures sur un anneau, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté ça avec un seuil de contraste très très faible, déterminé pour chaque sujet, pour que quand on présente la même chose, parfois le sujet nous dit le voir, et puis parfois il ne le voit pas. Donc ça permet cette fois-ci d'étudier une perception subjective, c'est-à-dire pour la même entrée sensorielle, le sujet n'a pas toujours le ressenti subjectif. Et quand on regarde ce qui se passe juste avant la présentation de cet anneau très faiblement contrasté, la question qu'on s'est posée, c'était de se dire, quand les gens nous disent « j'ai vu le stimulus », qui est le rapport subjectif dont on se sert dans la démarche scientifique, c'est une combinaison entre une partie liée au jeu, donc au sujet de l'expérience, et puis une partie qui est liée au processus visuel d'analyse de l'image. Et donc notre espoir, c'était que la réponse au battement cardiaque nous permettrait d'indexer les fluctuations spontanées de ce qui est lié au jeu, qui est capable de rapporter l'expérience subjective. Donc dans cette expérience, Young Park a pu montrer que la réponse au battement cardiaque, avant l'apparition du stimulus, dans ces régions corticales qui complètent le réseau par défaut, la réponse au battement cardiaque est plus grande quand le sujet va percevoir le stimulus. Et donc ceci suggère que ce rapport « j'ai vu le stimulus » est réellement une combinaison de choses qui relèvent de l'analyse visuelle avec des choses qui relèvent du sujet de l'expérience. Je vais passer les détails plus précis. Pour donner maintenant un dernier exemple concernant une dimension plus cognitive de l'expérience en première personne, qui sont les préférences. Donc les préférences, elles ont un lien avec le soi, parce que c'est finalement ce qui nous définit en partie, c'est-à-dire que si vous êtes grenoblois, ce que vous aimez, c'est la montagne, ça vous définit par rapport à un Marseillais, où lui, ce qu'il aime, c'est l'eau chaude de la Méditerranée. Donc ces préférences, elles sont intimement liées à qui l'on est, mais c'est néanmoins des choses qui peuvent fluctuer. C'est-à-dire, vous pouvez être une personne qui, en général, préfère le salé, mais il se trouve qu'aujourd'hui, le tiramisu vous a bien séduit. Donc, on voit bien qu'il y a cette tension entre des choses qui sont relativement stables et puis des choses qui peuvent fluctuer. Et c'est une situation qui peut être un petit peu paradoxale parce que quand vous faites des choix, en fait, on aimerait que l'être humain soit parfaitement rationnel et que si vous aimez la montagne, vous aimez toujours la montagne plus que la mer. Quelle que soit la saison, quel que soit mais que ce soit une constante. Si vous faites des choix qui ne sont pas cohérents avec vos préférences habituelles, on parle de choix irrationnels, ça pose plein de problèmes, notamment en économie. Donc cette notion de préférence, ça nous intriguait parce que c'est une belle expression de la subjectivité. Et on a étudié ça dans une manip où en fait on a recruté des sujets qui voient beaucoup de films et on leur a demandé de nous dire quels étaient les films qu'ils aimaient bien et puis ceux qu'ils n'aimaient pas trop. Donc ils avaient une liste de 500 films à côté où ils nous disaient, ben voilà, Forrest Gump, je lui donne une note de 18, Matrix, oh, plutôt 16, et puis donc on avait comme ça toute une série de films pour lesquels ils avaient donné des notes. Et ensuite le lendemain, on leur présentait des paires de films et on leur demandait lequel vous préférez. Donc le choix rationnel serait, ben, ils choisissent en fonction des notes qu'ils nous ont données la veille. Le choix irrationnel, c'est de nous dire, de tout mélanger et d'avoir aucune cohérence avec ce qui était la veille. Donc selon les sujets, on a des gens qui sont très rationnels, c'est-à-dire très stables dans leur choix, d'autres qui fluctuent beaucoup plus. Et donc ce qu'on a regardé, c'est dans quelle mesure l'influence de la réponse du battement cardiaque sur l'évaluation, c'est-à-dire on retrouve dans le cerveau les valeurs attribuées à chacune des options, et comment ceci interagit avec la réponse au battement cardiaque. Et on voit que cette interaction, plus elle est grande et plus les sujets sont consistants dans leur choix. Donc comme si le fait d'intégrer une variable physiologique qui n'a a priori aucun intérêt pour déterminer si vous préférez Matrix ou Forrest Gump, stabilisait les choix. Donc nous on l'interprète comme étant un marqueur de la stabilisation du soi, avec dans l'idée que ce soi il dérive de phénomènes physiologiques, c'est-à-dire que le cerveau
savoir quel est le rythme cardiaque, savoir comment il faut réguler le rythme cardiaque, c'est une information qui est extrêmement importante et que le soi a dérivé de ça. Et cet effet, on ne le retrouve pas simplement quand on compare à travers les sujets, mais aussi au sein de chaque sujet. Si on regarde maintenant cette interaction en essai par essai, les essais où l'interaction est grande, les sujets sont plus précis que dans les essais où l'interaction est petite. Donc cette réponse au battement cardiaque semble traduire une stabilisation, en tout cas, du soi. Donc, ici, je suis restée sur des versants assez théoriques et des expériences qui visent à tester cette théorie. On est dans le cas où on espère que ça puisse éventuellement aussi servir à quelque chose. Donc ce matin, vous a été présenté le cas de patients qui ont des troubles de la conscience, des patients qui émergent du coma avec des troubles de la conscience. Et donc on a voulu voir si en utilisant la réponse au battement cardiaque, on arrivait à mieux distinguer entre les patients en état de conscience minimale et les patients en état d'éveil non répondant. C'est bien ça en français. En état d'éveil non répondant. Donc on a travaillé avec le groupe de Stephen Lorace à Liège, où on a des patients qui émergent du coma, pour lesquels on a à la fois des données EEG de repos, acquises en même temps que des données de PET, qui est une technique d'imagerie cérébrale qui permet d'avoir une image du métabolisme cérébral. Et de cette image du métabolisme cérébral, les cliniciens dérivent un diagnostic, qui ensuite est enrichi de l'aspect comportemental. Mais l'intérêt de ces mesures, c'est que ce sont des mesures objectives obtenues au repos et que justement un patient sourd ou un patient aveugle, on risque moins de passer à côté puisque on regarde directement ce qui se passe dans le cerveau sans passer par des problèmes de patients qui ne comprennent plus le langage ou de choses comme ça. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est de vouloir regarder si... donc on a pris la moitié un peu plus de la moitié de ces patients. On connaissait leur diagnostic PET, on a entraîné un classifieur EEG sur la réponse au battement cardiaque, pour reproduire les essais, le diagnostic obtenu par la PET, et du coup, on prend ce même classifieur, et là, on injecte les données de 30 sujets, pour lesquels Diego et moi, en l'occurrence, ne connaissions pas le diagnostic PET. Et on voit que le classifieur a une assez bonne précision, pour distinguer entre les patients. Et c'est une précision qui est bien supérieure à celle qu'on aurait eue si on avait pris des segments de l'EEG pris au hasard. Donc le fait de regarder la réponse du cerveau juste après le battement cardiaque semble être pertinente. Et puis on a corrélé, donc c'est un classifieur qui permet de donner un niveau de confiance, c'est-à-dire que le classifieur nous dit oui, je pense que ce patient il est conscient à 70%, je pense que ce patient est en état de conscience minimale à 55%. Donc on a corrélé le niveau de certitude du classifieur basé sur la réponse au battement cardiaque avec le métabolisme PET, et on trouve de façon assez surprenante une corrélation avec le métabolisme PET dans deux régions. Donc une région visuelle de la voie ventrale, et puis une région du lobe temporal antérieur, qui sont des régions qui ont été associées à la cognition sociale. Mais là, évidemment, on était les sujets étaient au repos, on n'a pas plus d'informations fonctionnelles là-dessus. Voilà. Et donc, je voudrais finir par rappeler pourquoi c'est important de mieux définir la nature de la conscience. Il y a bien sûr des implications cliniques, il y a des implications très générales sur la définition même de la mort. En tout cas, la définition de l'OMS en 2012 était de dire que la mort se produit lorsqu'il y a perte permanente de la capacité de conscience et perte de toutes les fonctions du tronc cérébral. Si on a des bons outils pour évaluer les pertes de fonction du tronc cérébral, avoir des outils pour estimer la perte permanente de la capacité de conscience, c'est même pas de conscience, c'est de la capacité de conscience, là il y a encore vraiment un gros travail à faire, et pour ceci on a besoin aussi de mieux préciser quelle est la nature de la conscience. Ça a aussi des implications plus générales sur l'évolution de notre société. On peut considérer que si un organisme a des expériences subjectives, alors il doit avoir des droits. C'est en tout cas une des raisons qui est avancée pour attribuer des droits.
Et donc, bien sûr, on pense à la conscience animale, avec beaucoup d'évolutions sur les 10 dernières années, sur le statut de l'animal qui a changé d'un point de vue juridique, et un débat à venir, mais qui vient vite, sur la conscience artificielle. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos du robot Sophia. C'est un robot social, donc qui est capable de tenir des conversations. C'est assez perturbant. Ça bug encore un peu, donc on voit bien qu'on a affaire à un système, mais c'est pas du tout évident de savoir dire si Sophia est consciente ou non. Les inventeurs de Sophia disent que Sophia est consciente. Nous, on a tendance à dire, bah non, elle montre des signes d'intelligence artificielle. C'est super, on a des grands débats, c'est tout à fait intéressant, mais par contre, comment prouver qu'un groupe ou l'autre a raison, c'est pas du tout évident, et ça a une conséquence qui est quand même assez importante, c'est que si des systèmes artificiels, quels qu'ils soient, ont une conscience, alors ils doivent avoir des droits. Ce qui peut changer, même bouleverser assez profondément l'organisation de notre société, même sans partir dans de la science-fiction complètement délirante. Voilà, donc je vais finir en remerciant les membres de mon équipe dont j'ai présenté le travail aujourd'hui, et puis les développeurs des toolbox qu'on utilise et qui mettent leurs outils à disposition de la communauté scientifique. Voilà, et merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très claire, très éclairante. Alors, on a du temps pour une discussion nourrie. Je vais prendre toutes les questions qui se présentent. Et si on n'a pas tout de suite, je vais ouvrir le feu. Alors, moi, j'ai une question déjà qui concerne un petit peu les réponses évoquées par des afférences somatiques, par exemple au battement cardiaque. Les modulations de ces réponses peuvent être liées à des modulations de la stimulation elle-même. C'est-à-dire que sur le CG, il y a un QRS qui ressemble à un QRS, mais derrière, il peut y avoir des fractions d'éjection, des fractions qui vont varier, etc. Donc il est possible que ces modulations soient en fait indirectement liées à des efférences, des messages qui partent du cerveau vers le cœur, et qui sont en fait, eux, dépendants de l'état dans lequel la personne se trouve. Deuxième facteur qui peut faire modifier, qui peut moduler une réponse évoquée, c'est l'état dans lequel se trouve le cortex au moment où il reçoit son afférence. Et là aussi, on peut se dire, peut-être que l'expérience, le choix, la préférence qui est faite, va moduler une région du cortex qui, à ce moment-là, reçoit l'efférence et va réagir de manière modulée, différenciée. Bien sûr. Alors, là, c'est vrai que j'ai un peu coupé tous les contrôles qu'on a fait, parce que on rentre dans des discussions un petit peu plus poussées. Mais donc, bien sûr, ça, c'est des choses qui ne sont pas faciles. Donc, ce qu'on a vérifié, évidemment, dans toutes les manips, c'est que il n'y avait pas de fluctuation du rythme cardiaque, on ne voyait rien sur l'électrocardiogramme lui-même. Donc tous ces facteurs de base, je dirais, qu'on peut facilement extraire de l'électrocardiogramme, ça on l'a fait. Dans cette manip-là, spécifiquement, on a mesuré en plus le stroke volume, donc le volume sanguin éjecté à chaque battement cardiaque. Et donc là, il n'y a aucun effet du stroke volume. Donc on s'améliore, je dirais, au fur et à mesure. C'est pas complètement évident d'enregistrer le stroke volume en MEG parce que c'est une mesure d'impédance, donc il faut injecter un courant, donc ça perturbe la mesure MEG. Enfin, ça c'était jamais fait, et je pense qu'on sait pourquoi, c'est que c'est quand même pas complètement évident à mettre en place. Ce qu'on a regardé aussi, c'est que, en fait, dans l'électrocardiogramme, contrairement à ce qui est décrit dans les bouquins cliniques, on trouve une très jolie corrélation avec le stroke volume. Donc évidemment, il faut la chercher, ça ne saute pas aux yeux comme ça, hein, mais donc avec un peu de traitement de signal adapté, on a pas mal d'informations sur le stroke volume déjà dans l'électrocardiogramme. Donc nous, évidemment, à chaque fois, on a vérifié que dans nos électrocardiogrammes eux-mêmes, il n'y avait aucune différence. Ensuite, la différence, elle peut bien sûr venir de l'état du cortex qui reçoit l'information, bien évidemment. Si on trouve des réponses différentes, elle ne sort pas complètement de nulle part. Alors, quand on analyse, on a regardé, je dirais, un peu des marqueurs d'éveil généraux, donc diamètre pupillaire, cardiaque, taux d'alpha. Et donc là, c'est pareil, on ne trouve aucune différence dans aucune de ces manips, y compris en intracérébral, donc avec des signaux plus locaux. Et ensuite, au niveau des sources, on refait ces analyses en termes d'alpha. On ne trouve pas de différence. Donc
ensuite, on peut se dire, bah oui, c'est qu'on est moins sensible en alpha qu'en réponse au battement cardiaque. Ce que je pense, c'est que là, on arrive au niveau où ça devient difficile de séparer les choses, c'est-à-dire que, bien sûr, si on trouve une différence dans la réponse, elle ne sort pas de nulle part. Donc, il y a forcément une petite différence d'état cérébral. Mais en tout cas, on n'est pas dans une différence massive de l'état cérébral global ou de l'état global du sujet. Et là, ensuite, il y a quelque chose, pour l'instant, on ne sait pas d'où vient le fait que quand on pense à soi-même ou quand on pense à quelqu'un d'autre, on obtient des réponses de polarité opposée. C'est un peu plus compliqué que juste quelque chose qui serait, oui, l'état initial n'est pas tout à fait le même, et puis c'est un peu chaotique, et non, en fait, on n'en sait rien. Mais on trouve quand même des réponses de polarité opposée. Et chez tous nos sujets. C'est un truc qui est vraiment robuste. Donc, ce qui est toujours compliqué avec nos manips, c'est qu'il y a plein de choses où on ne sait pas. On ne sait pas parce que ça n'a jamais été fait. Donc, on essaye d'avancer en prenant un certain nombre de précautions, en faisant contrôle. Après, on mesure le volume sanguin éjecté. Peut-être que ce qu'on mesure indirectement via la réponse au battement cardiaque, c'est une régulation locale, intracérébrale, des vaisseaux sanguins. Parce qu'en fait, le battement cardiaque, il y a une transduction qui est faite au niveau du cœur, au niveau des gros vaisseaux comme dans l'aorte ou dans le sinus carotidien. Mais il y a aussi un couplage, en tout cas in vitro, ça a été montré il y a quelques années, entre la dilatation d'un vaisseau et l'activité des cellules pyramidales et des interneurones via les astrocytes. Donc un couplage qui irait du vasculaire vers l'activité neuronale. Donc ce qui est l'inverse de tout ce qu'on regarde d'habitude. Ça existe in vitro, pour l'instant chez le rat, en tranche de rat. On ne sait pas si ça existe in vivo. Donc voilà, là il y a beaucoup d'inconnus. Oui, c'est un peu pour le même genre de question, mais pas sur les contrôles physiologiques, plutôt sur les contrôles cognitifs. Je me demande si dans les manips que tu as présentées, si tu as des conditions où la réponse évoquée au cœur est identique entre deux conditions qui ne différeraient pas selon soit l'expérience subjective, soit l'aspect self. Parce que si on regarde comme ça avec une vue d'ensemble toutes ces manips-là, on dirait que le cœur en fait a une réponse, disons que le monitoring du cœur par le cerveau diffère à chaque fois entre les deux conditions qui sont présentées. Si tu peux revenir sur les contrôles cognitifs un petit peu. Ouais, alors ça c'est un bon point. Alors c'est vrai que nous évidemment on a monté nos manips pour essayer d'avoir des résultats positifs. Voilà. Donc en fait cette manip-là, qui est la première qu'on ait faite, en fait, il n'y a pas deux conditions. À ce moment-là, il n'y a pas deux conditions. La condition, elle est déterminée après, au moment où le sujet nous rapporte quelque chose. Donc là, c'est difficile d'imaginer un contrôle, au sens où c'est uniquement le rapport du sujet qui détermine les conditions. Ensuite, dans d'autres expériences, bien sûr, il peut y avoir des facteurs confondants. Je pense que l'expérience la plus délicate, c'est celle-ci, où on demande d'imaginer des scénarios soit de son propre point de vue, soit du point de vue de quelqu'un d'autre. Donc il y a, comme dans toutes les manips où on essaye de contraster deux perspectives, il y a un aspect de familiarité, c'est-à-dire qu'on sait déjà en général imaginer soi-même dans un certain nombre de situations. Par contre là on choisissait, pour l'autre personne, on choisissait un ou une amie proche, mais pas non plus son conjoint ou un truc comme ça. Et évidemment, on l'a fait moins souvent. Donc là, il y a une dimension qui est plus difficile à maîtriser. Ceci dit, ce qu'on a vérifié par exemple dans cette manip, c'est que la différence dans les amplitudes de battement cardiaque n'était pas liée au succès, c'est-à-dire les gens nous disaient à quel point ils étaient arrivés à bien imaginer, soit avec beaucoup de détails, soit avec la bonne perspective. Une combinaison de ces deux-là. Et on ne trouve pas de lien avec l'amplitude de la réponse au battement cardiaque. Alors, évidemment, un résultat négatif, on ne sait jamais si c'est que on n'est pas assez sensible, on s'est moins acharné sur les résultats, etc. On ne peut pas l'exclure, mais on avait quand même pas mal de contrôle. Une autre question, c'était les signaux en provenance des viscères en particulier, on les associe beaucoup aux émotions spontanément, hein, même si la littérature est un peu plus contrastée, mais spontanément on a ce sentiment parce que c'est peut-être les moments où on les ressent consciemment. Sur son battement cardiaque, en général, on ne le ressent pas et son estomac, c'est vraiment extrêmement rare. Et ce qu'on ressent, c'est pas le rythme de base à 20 secondes. Et donc dans cette manip, comme dans la manip de pensée spontanée, dans les contrôles que je n'ai pas mentionnés, c'est qu'on demandait aux gens de coter l'engagement du soi, mais on leur demandait aussi quelle était la balance de la pensée. Si c'était une pensée plaisante ou une pensée plutôt déplaisante. Donc
Il y avait évidemment beaucoup plus de pensées plaisantes que de pensées déplaisantes, parce qu'on avait des sujets normaux, on va dire, pas déprimés. Mais là aussi, on ne trouvait aucune corrélation avec la balance de la pensée. Donc, dans chaque manip, je dirais, il peut y avoir des facteurs confondants, ça c'est évident. Ensuite, si on regarde l'ensemble des manips, on en a moins. Et alors j'ai quand même un exemple que je n'ai pas présenté, donc vous ne pouvez pas deviner, qu'on avait ce contrôle. C'est un papier qui n'est pas publié encore. Pardon, je vais défiler. Dans cette manip-là, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais les caractères sont écrits avec des lettres de luminance différentes. C'est pas que ma slide est toute pourrie. C'est fait exprès, c'est qu'en fait on avait une tâche contrôle qui était une tâche de perception objective pour le coup. On demandait aux gens quel était le titre écrit avec la luminance, enfin le contraste le plus marqué. Et on a en fait modulé cette tâche-là pour qu'elle ait exactement la même difficulté que la tâche de préférence. Donc la tâche était faite par les mêmes sujets, ça changeait d'un essai à l'autre. Et dans ce cas-là, on peut retrouver le réseau associé à la valeur perceptive, et là, le battement cardiaque n'a aucune influence dessus. Oui, ils sont jolis, ces résultats. Mais il influe. Donc sur les éditeurs, ça veut dire que le cœur influe sur la détection, si on prend les données de Yang Park, mais pas sur la discrimination. Pas sur la discrimination, ce qui va dans l'idée que ça joue sur le subjectif. C'est pour ça que j'ai enlevé pas mal de contrôle pour rester à un niveau un peu plus général, mais c'est un très bon point. Comme toujours, sur une seule manip, c'est difficile d'être sûr. Là, je trouve que sur l'ensemble des manips, ça commence à être plus solide. C'est une très belle vision de l'embodiment de la conscience. C'est pour ça que moi, très fier, je trouve pas ça terrible. Je peux faire une vision tripiste de la conscience. C'est très intéressant. Je me posais des questions sur votre expérience chez les patients qui ont une altération de la conscience. J'ai pas bien compris ce que vous aviez recherché dans les variations du rythme cardiaque, si c'était corrélé au métabolisme cérébral. C'était ça le... Non, alors ouais, c'est toujours un peu piège. En fait, on regarde le facteur d'intérêt pour nous. J'ai perdu ma souris, excusez-moi. Le facteur d'intérêt dans nos manips, c'est pas le rythme cardiaque, alors on contrôle le rythme cardiaque, bien sûr, mais c'est la réponse au battement cardiaque. Donc là, ce qu'on a regardé dans ces manips-là, c'est on a pris le EEG de repos, mais au lieu de prendre tout le EEG, on a pris uniquement les segments qui étaient dans les 500 millisecondes après un battement cardiaque. Donc c'est ce qui est représenté ici, voilà, c'est même entre 100 et 500 millisecondes après un battement cardiaque. Et on a regardé les performances de classifieurs. Donc, en liant les détails, si on regarde la ligne jaune, là, qui est la moyenne des différents classifieurs qu'on a considérés, on voit qu'il y a une amélioration de la classification entre 200 et 400 millisecondes. Ce qui, au passage, sont les types de latence qu'on observe très souvent. Et si on regarde cette capacité à prédire l'état de conscience du sujet, si on la regarde dans des segments de EEG de même durée, mais qui ne soient pas calés au battement cardiaque, on est plus bas. On est capable de le faire. Et ça a déjà été fait par d'autres groupes dans la littérature. Mais on a une performance qui est plutôt autour de 70%, alors que là, on monte à un peu au-delà de 80%. C'est-à-dire quand il y a une réponse évoquée cérébrale en lien avec l'activité cardiaque, on arrive à l'utiliser pour améliorer la détection de la conscience. Exactement. Alors de la conscience telle que détectée, telle que déterminée à partir du PET scan. Si on considère que le PET donc à un temps donné, parce que ce matin ça a bien été rappelé, on est sur des patients qui sont fluctuants. Alors on a voulu salier un peu les problèmes et se concentrer sur une tranche de temps, puisque le PET scan et le EEG sont acquis au même moment. Donc vous vous êtes dit, quand il y a une activité par exemple, dans certaines régions dont on sait qu'elles sont importantes pour la conscience, imaginons pariétal postérieur ou quelque chose comme ça, si ça on considère ça c'est un patient conscient parce qu'il a tel métabolisme présent à cet endroit-là, à ce moment-là, si on a cette activité évoquée cardiaque, alors on considère que... Donc, parce que l'équipe là de Jacob aussi, eux, ils ont fait aussi des études un peu chez les patients avec une altération de la conscience, mais ils ont étudié, si je me rappelle bien, Arménie qui est compliqué aussi, la variation du rythme cardiaque en réponse à un stimulus. Enfin, la variation de l'activité cérébrale
en lien avec une variation de l'activité cardiaque. Ouais, alors, donc dans leur papier, ils rapportaient, je connais bien parce qu'on travaille avec Rakobo en ce moment, mais je connais bien ce qu'il a fait pour l'instant. Donc, dans le papier qui a été publié, en fait, le résultat central, c'est sur la variation du rythme cardiaque après la détection, après la présentation d'une anomalie dans un rythme auditif, en lien avec un diagnostic de conscience. Donc ça marche super bien. Et en fait, il y a un des référés qui leur a demandé de regarder la réponse au battement cardiaque. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas trop traité la question de l'artefact cardiaque, donc je ne vous ai pas parlé, parce qu'on rentre vraiment dans la cuisine autour des données. Mais donc là, on est en train de reprendre les choses, et on retrouve chez leurs patients, comme on avait trouvé dans la première manip avec Yongdong Park, en fait, il y a un lien entre réponse au battement cardiaque et puis le changement de rythme cardiaque qu'on peut observer 1 à 2 secondes plus tard. Donc on est bien dans une boucle. Après, quelle est la partie la plus intéressante de la boucle? Nous, on s'est plus focalisé sur la partie ascendante, mais il y a des rétroactions qui sont intéressantes aussi. Donc dans la manip de perception au seuil, en fait, quand on regarde avant l'apparition du stimulus, on n'a pas le rythme cardiaque est le même. Par contre, la réponse au battement cardiaque nous permet de prédire si le sujet va voir ou non. Mais les sujets, selon qu'ils ont vu ou non, ils vont avoir un ralentissement cardiaque plus ou moins marqué, qui est complètement en lien avec la variation de la réponse au battement cardiaque qui est violente. Donc on a des boucles qui font que c'est pas toujours évident de déterminer quelle est la cause de quoi, mais il y a manifestement quelque chose. Il y a d'autres questions? Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de manip du même genre sur des animaux, et est-ce qu'il y en a? Alors, faire les mêmes manips chez l'animal, c'est pas complètement évident. Moi, j'essaye déjà de convaincre des collègues qui travaillent chez l'animal d'enregistrer le rythme gastrique et l'électrocardiogramme. Donc, en anesthésie, c'est très facile à faire, mais évidemment, pour la conscience, c'est moins intéressant. Ça nous donne déjà des informations mécanistiques qui ne sont pas inintéressantes. Chez l'animal éveillé, de façon très étonnante, c'est pas si facile que ça, pour 2 raisons. La première raison, c'est que soit on met des électrodes cutanées comme on fait chez l'homme, l'animal va les gratter, donc il va les arracher tout de suite. Soit on met des électrodes sous-cutanées, mais là on augmente les risques d'infection. Donc en particulier chez le primate entraîné sur des tâches, pas forcément quelque chose qu'on a envie de faire. Donc là j'ai une collègue à Göttingen, une étudiante qui a réussi maintenant à mettre un électrode chez son singe, donc voilà, on commence à avoir des données, mais ça vient tout juste. Après, le lien avec la conscience dans cette manip-là, il n'est pas évident. Et l'autre difficulté, c'est le mouvement. C'est-à-dire que chez le rongeur, par exemple, l'animal peut être souvent tête fixe, mais par contre, le corps bouge en permanence. Donc les primates, on peut les entraîner à rester le corps relativement immobile pendant un temps un peu long. Chez le rongeur, c'est, en tout cas, avec les expérimentateurs avec lesquels j'ai discuté, ça a l'air beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est un point qui est plus technique, qui va se résoudre. Après, c'est comment mesurer la conscience chez l'animal. C'est-à-dire que soit on dit, voilà, chez l'homme, on a un marqueur de conscience, mais là, tout ce que je vous ai montré pour l'instant, c'est une corrélation. C'est-à-dire, si mon sujet me dit être conscient, j'observe ce que j'attends dans la réponse au battement cardiaque. Ça ne veut pas dire que dans l'autre sens, c'est vrai. Si j'observe une fluctuation du battement cardiaque, ça ne veut pas dire que c'est forcément des fluctuations de conscience. Comme il a été rappelé, ça peut être une fluctuation du volume sanguin éjecté. Non, parce que vous avez bougé, parce que vous imaginez bouger. Et donc là, c'est le problème des inférences. Il faudrait qu'on ait une équivalence parfaite entre une mesure objective qu'on peut obtenir chez nos participants et la conscience pour pouvoir transposer ça chez l'animal. Et un autre acteur de complication qui est que les voies anatomiques, curieusement, ne sont pas exactement les mêmes d'une espèce à l'autre. On pourrait penser, cœur-cerveau, c'est un truc fondamental et ça va être le même chez le rat, le chat, le singe et l'homme. Alors chez l'homme, on ne sait pas forcément trop, mais entre le rat, le chat et le singe, il y a pas mal de différences, étonnamment. Alors que, moi quand j'ai commencé dans ce domaine, je pensais que c'était vraiment des circuits hyper conservés, au niveau, même au niveau sous-cortical, enfin périphérique et sous-cortical, et en fait non, il y a pas mal de différences. Donc la transposition à l'animal, bien sûr, ça fait rêver, mais je ne le vois pas pour demain.
Pour l'instant, l'humain reste un bon modèle pour étudier l'animal. Moi, j'avais une question sur cette affaire de coïncidence en fait entre ce que le cerveau et l'environnement échangent et ce que le cerveau échange avec les viscères. La coïncidence, est-ce que c'est pas une histoire avec la réticulée activatrice ascendante, avec en fait comme des feedbacks, des feed-forward qui viendraient s'intégrer là? Tout à fait. Alors, j'ai pas détaillé l'anatomie, mais les signaux viscéraux, donc ils sont relayés par des structures du tronc cérébral, et notamment le noyau parabrachial, qui fait partie de la réticulée. Et donc en fait, c'est assez rigolo parce qu'il y a toute une littérature qui est une littérature qui parle uniquement des ascendances cholinergiques, donc plutôt une littérature des années 80-90, où en fait ils stimulent le parabrachial, et totalement déconnecté de la littérature sur les signaux viscéraux. Or, potentiellement, c'est relié. Après, le parabrachial ne fait pas que un relais de signaux viscéraux, hein, probablement. Mais oui, ben voilà. Mais il n'y a pas tant de choses que ça. Mais moi, je découvre petit à petit aussi, hein, la natte détaillée. Et ensuite, le parabrachial, non seulement il fait partie de la réticulée, mais il projette aussi sur le locus ceruleus, sur le noyau dorsal du raphet et sur VTA. Donc en gros, tous les systèmes neuromodulateurs sont innervés par le parabrachial qui reçoit les afférences viscérales. Il y a quelques indices pour penser que peut-être il y a un lien entre les deux, mais il n'est pas direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ni des manips fonctionnelles qui aient stimulé le cœur ou l'estomac, il n'y en a pas tellement, et qui regardent l'activité ensuite à dans les différents relais, il y en a peu. Les voies anatomiques, on ne sait pas bien si c'est les mêmes s'il y a un circuit direct entre les afférences viscérales et les projections sur les systèmes neuromodulateurs. Donc là, dans le groupe de Peter Strick, ils sont en train de faire des manips de traçage anatomique à partir de l'estomac, parce qu'il y a un neurogastro-entérologue dans le groupe qui fait ça. Donc il a déjà fait chez le rat, il est en train de mettre au point chez le singe, et donc j'attends désespérément. Voilà. En fait, on n'a pas de traçage de voie complet, par exemple de l'estomac au cortex. Ça n'existe pas. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien, mais l'histoire de la stimulation vagale dans les états de conscience altérés, forcément, vous en avez entendu parler. Bien sûr, ouais. Alors, moi dans ce cas, je retourne toujours la question. Je voudrais que quelqu'un m'explique ce que ça fait, la stimulation vagale. Parce que j'ai toujours pas réussi à savoir si, j'ai l'impression qu'on ne sait pas toujours bien si c'est ascendant, si c'est descendant. Si on stimule les afférences ou les efférences, ou les deux. Moi je ne sais pas, mais je connais deux personnes qui potentiellement peuvent le savoir dans la pièce. Ah. Chic. Il faudrait dénoncer un peu plus explicitement. Dans le domaine de l'épilepsie, elle est assez utilisée. Oui. Donc effectivement, le but dans l'épilepsie, c'est de stimuler les fibres afférentes, qui constituent, selon les papiers, 90% des fibres. Ouais. On a bien 10-20% qui sont efférentes. Ouais. Et ensuite, derrière, on sait qu'effectivement, le noyau tractus solitaire, ensuite, c'est très très large, hein, très large, donc c'est informant pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais. Non, mais simplement sur la simulation du nerf vague qu'on avait fait dans le service là, chez un des patients qui était en état végétatif, on avait une modulation de l'activité cérébrale, voilà ce qu'on peut dire. Donc c'est un peu comme dans l'épilepsie. Donc effectivement, moi j'ai même donné goût que 80% du nerf vague il est plutôt afférent. Oui. Donc oui, quand on le stimule, a priori, on peut avoir, enfin en tous les cas ça a été vu dans l'épilepsie, puis c'est des travaux anciens, chez le chat qui a été fait il y a une centaine d'années qui montrent qu'il y a une modulation d'activité cérébrale. Donc il se passe bien quelque chose. Après, comment ça marche précisément? Oui, tout à fait, mais je pense que ça rejoint les questions que vous avez posées. En fait, ça peut être comme il y a des projections assez diffuses des relais de l'information vagale, ça peut être un effet d'éveil cortical un peu général, ou alors ça peut être un effet spécifique. Et là, il faudrait presque arriver à stimuler différentes fibres afférentes du nerf vague. Et il y en a qui ont stimulé la conque de l'oreille, hein, puisqu'il y a, ou il y aurait en tous les cas des récepteurs à ce niveau-là, des récepteurs de nerf vague à ce niveau-là, mais moi c'est un peu controversé, non? Oui, c'est un peu controversé, il n'y a eu qu'une étude et
Enfin, moi, j'ai entendu que c'était assez controversé, c'est pas mon domaine. Mais c'est vrai que moi, ça m'aurait intéressé de pouvoir comparer, parce que là, a priori, on n'est pas sur les branches cardiaques. Je crois qu'en général, on évite plutôt d'avoir la branche cardiaque quand on fait de la stimulation, d'après ce que oui, j'ai entendu. Du côté gauche. Ouais. C'est une technique qui potentiellement a un lien. Ensuite, je pense qu'on est assez éloigné en termes de spécificité, c'est-à-dire que nous on regarde vraiment un truc très précis en réponse au battement cardiaque. Quand on fait la stimulation du nerf vague, en plus pas de la branche cardiaque, potentiellement, il y a pas mal de convergence ensuite des informations. Potentiellement, on se retrouve au même endroit, peut-être pas du tout. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. La discussion était très nourrie. On va